Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe pour le mieux en ce moment vu les conditions de marché un peu compliquées. Et d'ailleurs aujourd'hui on va se poser une question très importante qui va reprendre en compte notamment les tensions géostratégiques et géopolitiques qui sont passées au cours des 2 dernières semaines. Et on va se poser la question suivante. Bitcoin, est-ce que ça passe ou est-ce que ça casse? Est-ce que la tendance haussière va réussir à maintenir son momentum? Ou est-ce qu'on va peut-être avoir une nouvelle correction qui devrait arriver potentiellement d'ici peu de temps? Et bien c'est ce que nous allons voir, on va évaluer le risque, on va voir quels niveaux de prix sont importants à surveiller aujourd'hui. Il y a pas mal de choses qu'on va étudier sur le marché du Bitcoin. Je vais pas forcément parler d'autres altcoins ou de l'Ether parce que le marché est vraiment dirigé par Bitcoin. Encore une fois, en ce moment on a vu qu'il y avait une énorme absorption du capital et que c'est vraiment lui qui met la danse. Donc on va se focus sur ce leader de marché. Mais bien entendu, avant de nous lancer dans le vif du sujet, je vous invite à venir vous abonner à la chaîne YouTube de Cryptost Academy et à activer la petite cloche pour ne rien louper de nos prochains contenus, que ce soit les analyses techniques de Vincent Gann tous les mardis midi ou les analyses on-chain par moi-même un jeudi sur 2. Ça nous donne énormément de force de savoir que vous nous soutenez et que vous appréciez notre contenu. Et pour les plus fervents d'entre nous, vous pouvez bien sûr nous rejoindre aussi directement sur Cryptost Academy pour encore plus d'accompagnement, plus d'informations et pour pouvoir gagner en autonomie aux côtés d'une communauté qui est déjà particulièrement vaste et qui est aussi particulièrement bien éduquée, très bienveillante et surtout qui a beaucoup de choses à partager. Donc n'hésitez pas à venir nous tester. Vous pouvez bien sûr tester votre premier mois d'abonnement. Si vous êtes satisfait, vous aurez moins 20%, c'est cadeau. Si vous n'êtes pas satisfait, vous serez remboursé dès le premier mois. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour chez nous, bien sûr. Ça nous fera plaisir de vous voir en grand nombre. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Donc ça me fait vraiment plaisir de voir que ces petits appels fonctionnent et que surtout les nouveaux entrants sont très satisfaits de notre service. Sans plus tarder, on va s'intéresser à ce qui se passe sur le marché du Bitcoin en ce moment. Donc la tendance qui avait été lancée entre avril et mai nous a permis d'atteindre un nouvel ATH d'à peu près 111 000 $, suite à quoi on a eu une petite correction et aux alentours de début juin, on a eu une dégradation du contexte géopolitique, notamment avec le conflit entre Iran et Israël. Je vais pas vous partir en détail là-dessus parce que je pense que ça a été très bien couvert. Non, je sais pas, mais en tout cas, la majorité des gens sont au courant qu'il s'est quand même passé quelque chose et ça a notamment influencé les marchés avec un pessimisme ambiant au cours des dernières semaines qui s'est clôturé au cours des derniers jours par un assouplissement, une accalmie justement de ces tensions qui a pu permettre au prix du Bitcoin d'aller respirer un petit peu. Voilà, je voulais zoomer mais le graphique ne veut pas zoomer, c'est pas grave, on va partir sur notre analyse. On va en fait ici se poser la question du contexte à court terme. Donc on va analyser tout ce qui se passe au niveau de l'action de prix à court terme. Quelle est la condition des investisseurs à court terme, comment ils se sentent en ce moment, quelle est la réaction vis-à-vis du marché aussi et quels sont les potentiels risques auxquels le marché fait face en ce moment. Pour ce faire, on peut d'abord jauger la condition de rentabilité des investisseurs à court terme, donc qui sont les investisseurs qui détiennent leur BTC sur moins de 155 jours. On rappelle une psychologie plutôt fébrile aux news, plutôt fébrile à la volatilité, avec un horizon de temps plutôt limité où il faut réaliser des profits assez rapidement, sinon la majorité du temps on va commencer à réaliser des pertes. Donc tout l'inverse des investisseurs à long terme qui eux sont très insensibles à toutes les formes de news, qui sont sur du hodl entre plusieurs cycles, donc plusieurs années, des fois 4 ou 5 ou 6 ans. Et donc là on n'est vraiment pas sur ce contexte, on est sur des investisseurs qui ont un horizon de temps d'habitude de plusieurs semaines à plusieurs mois grand maximum et qui vont avoir tendance à vendre dès que la rentabilité est élevée ou dès qu'elle devient négative, histoire de limiter les pertes ou de prendre énormément de profit. Donc le pourcentage de franc profit des investisseurs à court terme, aux alentours de mai-juin, il a dépassé une nouvelle fois le seuil de 95%, même 90%. Dans tous les cas, il est venu s'inscrire au-dessus de la bande statistique supérieure qui nous avait permis tout au fil des années précédentes d'identifier les potentiels sommets locaux, non pas les sommets cycliques nécessairement, mais les sommets locaux, et qui indiquait qu'il y avait une forte incitation à la prise de profit de la part des investisseurs à court terme. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On a atteint cette zone limite où les investisseurs commence à potentiellement à prendre un petit peu de profit. On va vérifier ensuite s'ils prennent des profits ou pas, ça c'est pas dit encore, mais du moins on sait qu'il y avait une incitation qui était assez importante et donc cet indicateur il est venu chuter avec la dégradation de la rentabilité tout au long des tensions géostratégiques au cours des 2 dernières semaines jusqu'à atteindre sa moyenne historique qui est aux alentours de 53, on va dire entre 50 et 55, ce qui était un signal assez intéressant. Ça indiquait qu'en fait malgré une baisse qui était minime parce que le prix il avait seulement baissé des 110 000 jusqu'aux 100 000, donc en fait le prix il avait vraiment baissé
baissé de même pas 10%, eh bien vraiment la moitié en fait des investisseurs à court terme, donc la moitié de l'offre des investisseurs à court terme précisément, eh bien avait perdu en rentabilité et n'était plus rentable. Ça indique quelque chose d'assez important, hein, c'est que lorsque on était très en profit, il a fallu très peu de chute de prix pour que, eh bien, on ait quasiment la moitié des investisseurs à court terme, eh bien, en fait, qui soient déjà contenus, eh bien, non plus en profit, mais en perte. Et ça, c'est quand même très important. On peut en conclure notamment qu'il y avait une bonne partie de l'offre des investisseurs à court terme, ici nommé STH, hein, pour Short Term Holders, c'est la même chose, hein, quand je dis investisseurs à court terme et STH, eh bien, on peut en conclure qu'il y a une bonne partie de leur offre qui avait été potentiellement accumulée entre, grosso modo, les 110 et les 105 000 $. Et ça, c'est une hypothèse qu'on va être capable de vérifier très rapidement grâce à une donnée qui s'appelle l'URPD des STH, grosso modo. C'est donc la distribution des prix d'achat des investisseurs à court terme. Donc pour chaque barre, ici on va avoir un prix et on va voir le nombre de BTC qui ont été acquis par cette cohorte dans cette zone de prix. Et là, si vous regardez, on n'est pas le 25 aujourd'hui, le moment où j'enregistre cette vidéo, je pense qu'elle sera publiée le 26, mais on n'est pas le 25 juin, nous sommes le 22 juin, donc un moment à partir duquel le cours du BTC a commencé à chuter en dessous en dessous des 103 000 $ et aux alentours des 100 000 $. Pourquoi c'est la zone des 103 000 $? J'en parle parce qu'en fait on a un énorme cluster ici, on a un énorme amas d'accumulation à court terme entre grosso modo les 103 000 $ et les 106 000 $ qui nous indique qu'il y a beaucoup de BTC de la part des investisseurs à court terme qui ont été accumulés dans cette zone, ce qui veut dire proche des sommets locaux, sachant que le sommet il est à 110, 112. Si on a des BTC qui ont été accumulés entre 103 et 106, c'est quand même très proche des sommets locaux. Et si on calcule rapidement, on a 200, 400, ça fait... là on a 400... 600, on a 1 million ici, 1 300 000 grosso modo, un peu plus ici, on va dire 1 500 000. On a 1 500 000 BTC qui sont accumulés entre les 103 000 $ et les 106 000 $ en date du 22 juin. Donc à ce moment-là, lorsque le prix a baissé sous ce cluster, eh bien toute cette offre était détenue en perte et donc ces investisseurs entraient dans un état de stress qui, en plus d'être financier, était alimenté par les potentielles tensions géostratégiques entre l'Iran, Israël et avec potentiellement la Chine, la Russie et les États-Unis qui se mêlent de tout ça. Bref, je ne vais pas vous faire un dessin. Mais ce qu'on voyait, c'est qu'on avait un risque assez important de correction parce que cette offre devenait non rentable, devenait une offre détenue en perte latente. Et ça, les investisseurs à court terme, ils n'aiment vraiment pas et la majorité du temps, ils ont tendance à libérer cette offre, à la vendre assez rapidement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on regarde actuellement, en date du 25, peut-être que le graphique ne va pas se mettre au 25, mais au 24, ce sera la même chose. Qu'est-ce qu'on voit si on observe l'amélioration de la situation en ce moment? Eh bien, on voit que le prix est revenu au-dessus de cette amas d'offres, donc c'était potentiellement un cluster d'offres qui pouvait servir de résistance, mais pour le moment, eh bien, il a été récupéré et donc c'est un énorme soulagement pour les investisseurs à court terme puisque maintenant les BTC qui sont détenus dans cette zone sont détenus en profit latent, un profit latent très minime, certes, on est sur entre 1 et 5% j'imagine en termes de profit latent, mais pour la psychologie de ces investisseurs, ça change énormément de choses, ça fait qu'ils se sentent maintenant beaucoup plus en confiance, oui c'est ça, ils ont vraiment un stress qui vient de se dissiper. Et donc c'est plutôt constructif à voir ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc cette zone entre les 103 et les 106, idéalement elle devrait servir de support si jamais une correction ou une petite respiration plutôt du marché devrait s'opérer au cours des prochains jours. Et donc en vrai ce qui se passe c'est que tant qu'on arrive à contenir cette zone, on va dire aller jusqu'à 100 000, tant qu'on arrive à tenir entre les 106 et les 100 000, donc cette zone ici, on a quand même de bonnes chances d'avoir une continuation de tendance haussière. Donc pour l'instant on a l'impression que ça aurait pu casser, mais que ça passe. On n'est pas passé loin de potentiellement quelque chose de particulièrement risqué, mais pour le moment le contexte a l'air de mieux de s'améliorer, notamment parce qu'on a eu une accalmie au cours des dernières 24 heures vis-à-vis du conflit entre Israël et l'Iran, je vais y arriver. Et donc ça a quand même pas mal soulagé les marchés, et notamment les prix ont monté, et du coup ça a aussi soulagé les investisseurs à court terme, non pas seulement à cause des tensions, mais aussi parce que du coup maintenant leurs bagues sont rentables d'un certain point de vue. Donc un contexte qui est plutôt intéressant à observer maintenant. Ce qu'on peut observer aussi, c'est la rentabilité des dépenses de ces investisseurs à court terme, parce que c'est un excellent indicateur du momentum d'une tendance à court terme. Lorsqu'on a une tendance haussière, on va avoir cet indicateur ici qui indique qu'on a de la prise de profit, donc valeur supérieure à 1. Ici on a le point de neutralité, c'est 1. Valeur supérieure à 1, on a la prise de profit. Valeur inférieure à 1, on a de la prise de perte. Et ce qu'on peut observer, c'est des cycles de tendance où, lors d'une tendance haussière soutenue, eh bien cet indicateur va
croître lors des périodes de volatilité pour indiquer qu'il y a de la prise de profit, ensuite va ralentir, rebondir sur la zone neutre et croître, et ensuite on va avoir des rebonds comme ça jusqu'à ce qu'on ait potentiellement un écrasement avec un ralentissement de la rentabilité des dépenses qui va nous amener de plus en plus vers la zone neutre et potentiellement vers une correction et une zone de prise de perte qui va ensuite éventuellement rebondir sur la zone neutre pour essayer indiquer que pour l'instant la correction est toujours en vigueur. Et bien sûr, ensuite, on peut avoir la transition inverse où le SCH-SOPR, donc la rentabilité des dépenses à court terme, la rentabilité des dépenses des SDH, des investisseurs à court terme, eh bien, va revenir au-dessus de 1 et va du coup reprendre son cycle haussier en rebondissant toujours au-dessus de 1. Pour l'instant, tout va bien, sauf que ce que je veux porter à votre attention, c'est que depuis quelques temps, on a quand même une tendance qui est en train de s'incliner ici et de revenir tester la zone neutre et d'épouser un peu la zone neutre avec quelques périodes de prise de perte, exactement comme ce qu'on a connu durant la transition baissière de janvier qui nous amenait sur une correction durant la moitié, durant le printemps. Donc ce que je vois actuellement indique qu'on a quand même, malgré la reprise ici, on a quand même un ralentissement général du momentum du marché à court terme avec des dépenses à court terme qui sont de moins en moins rentables et qui sont même en train parfois de commencer à prendre des pertes parce que si les valeurs du STH et SOPR elles sont restées positives pendant tout avril-mai, et bien actuellement les rebonds ils indiquent qu'on a entamé un ralentissement progressif et notamment à chaque fois qu'on a eu une incursion du prix sous les 105 000 voire 103 000 $, et bien on a enregistré des valeurs inférieures à 1, ce qui indique que la perte à court terme a commencé à se manifester autour de ce niveau. Donc le momentum haussier du marché, il est dégradé, il n'est pas non plus entré dans une phase de momentum baissier, donc on reste sur un momentum haussier / neutre, donc c'est pas la mort, c'est pas la fin du tout, mais cette dynamique elle n'est pas assez en rappeler ce qu'on a connu avec la transition délétère qu'on a eu en début d'année. Donc bien que le prix pour l'instant il parvienne à se maintenir sur des niveaux plutôt viables, la prudence à mes yeux reste de mise et c'est pas la reprise qu'on a eue depuis quelques jours là qui va suffire, même si encore une fois, ok, on a réussi à reconquérir les 106 000 $ et qu'on arrive à se maintenir au-dessus, c'est plutôt positif. Il faudrait que maintenant le STH SOPR arrive à se maintenir au-dessus de 1 et que du coup on ait potentiellement un petit rebond sur 1 et qu'ensuite on repart sur ce type de structure où on a de l'expansion, on rebondit sur 1, de l'expansion, on rebondit sur 1, de l'expansion, on rebondit sur 1 avec des valeurs plutôt hautes et pas décroissantes, parce que si on regarde que ce soit en termes de prix avec des sommets qui sont quand même plus bas pour l'instant, et des pics de prise de profit qui sont toujours plus bas, et bien manifestement, on a quand même une tendance qui annonce un certain type de ralentissement. Donc peut-être que là on est aux prémices d'une reprise au sein de ce ralentissement, il est encore trop tôt pour le dire, ça n'a pas cassé, pour l'instant ça passe encore, mais bon, on préfère rester plus ou moins prudent vis-à-vis de tout ça. Les prochains jours nous indiqueront comment ça se passe, et il est vrai que l'allègement de ces tensions entre l'Iran et Israël a été un catalyseur haussier plutôt positif qui nous a permis d'éviter le pire. Maintenant qu'on a observé ce comportement, aussi on peut se poser d'autres questions, notamment on peut aller chercher la mesure du pourcentage d'offres en profit des investisseurs à court terme qui va être dépensé en profit ou en perte, et ça va nous donner des indications très intéressantes sur leur comportement. Donc ce graphique il est indiqué comment? Vous intéressez pas à ce qui se passe en bleu ici, ce qui va nous intéresser c'est les valeurs vertes et les valeurs rouges. Donc ici on a le pourcentage d'offres en profit des investisseurs à court terme qui est dépensé en profit, pardon. Donc là c'est la prise de profit en pourcentage total de l'offre des investisseurs à court terme, et ici on a la prise de perte, voilà, en pourcentage total de l'offre des investisseurs à court terme. Je vous ai mis deux bandes statistiques qui vous permettent d'isoler les moments où la prise de perte est vraiment statistiquement élevée, où la prise de profit aussi est statistiquement élevée. Et la bande bleue que vous voyez ici c'est simplement l'honnête entre les deux, donc les moments où le profit domine et le moment où les pertes dominent. C'est vraiment là juste à titre indicatif. Par contre ce qui est intéressant à observer, c'est que les hausses de janvier, février 2024 puis ensuite en novembre-décembre 2024, elles ont engendré des dépenses en profit particulièrement importantes qui sont allées chercher des valeurs significatives d'un certain point de vue, où on a vraiment eu un pourcentage assez important de l'offre des investisseurs à court terme qui a été dépensé en profit. Et pour autant, sur ces deux périodes, si on a eu beaucoup de prises de profit, et parce qu'on montrait aussi, on était en train de marquer les nouveaux ATH, et bien le nouvel ATH de 110 000, en fait, il a vraiment pas généré une prise de profit aussi importante que au cours des hausses précédentes. Donc un constat s'impose pour moi en tout cas, c'est que les investisseurs à court terme, ils n'ont pas envie pour l'instant de dépenser leur BTC à de tels prix, notamment parce que leur coût de base est trop proche des sommets locaux, comme on l'a vu avec le graphique ici présent. Leur coût de base, il est quand même très proche des sommets locaux, et ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont peut-être un degré de profit de plus 5 à plus 10% quand on atteint les ATH, et c'est peut-être pas suffisant pour eux pour commencer à réaliser des profits, donc ils sont en attente actuellement. Et donc quand le prix est au-dessus de leur coût de base, donc notamment aux alentours
ici des 102 à 106, ils sont plutôt aisés, mais ils vont pas être incités nécessairement à prendre beaucoup de profit. Et si on tombe en dessous, bah là, ils vont commencer à avoir encore un stress qui peut se manifester. Dans tous les cas, ce qu'on retrouve actuellement, à mes yeux, c'est une formation de marché qu'on appelle top heavy, c'est-à-dire où les achats récents des investisseurs à court terme, ils sont effectués très haut et même trop haut, et que ça risque potentiellement de menacer très vite leur rentabilité en cas de correction. Cette structure, c'est un catalyseur majeur des dynamiques baissières, donc le risque de correction qui plane déjà dans l'esprit des investisseurs, eh bien pour l'instant il peut encore être manifesté, c'est-à-dire qu'on peut avoir encore un risque sur le marché qui est non négligeable, parce que ces derniers entrants, si jamais ils sont stressés, eh bien ils n'auront pas nécessairement beaucoup de temps avant de liquider leur position sur le marché du BTC, et donc ça pourrait induire une pression de vente à la baisse qui serait assez importante. Pour l'instant, encore une fois, je le répète, de mon point de vue, la dynamique reste préservée, notamment parce qu'on a un STH SOPR qui est encore assez maintenu au-dessus de 1, mais on pourrait quand même avoir une transition qui pourrait s'effectuer au cours des prochains jours, qui pourrait nous amener sur quelque chose d'un petit peu plus délétère. Je vais essayer de dézoomer si le graphique veut bien coopérer. Voilà, on va essayer de dézoomer pour revenir un petit peu en arrière. Voilà, ce qu'on veut pas, c'est avoir ici des transitions vers un biais baissier qui pourrait nous amener vers une prise de perte, exactement comme ce qu'on a connu durant les mois de février et d'avril, ou ce qu'on a connu aussi plutôt par exemple entre juin et juillet 2024. Mais vous voyez bien ici ce type de transition ici. Je vais mettre le curseur un peu plus haut. Vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est que vous regardez cette courbe ici. Je vais mettre le curseur plus haut pour que ça cache pas avec les données, mais cette espèce de transition qui va vous emmener en dessous de 1 là, elle est particulièrement délétère. C'est comme exactement ce qu'on peut voir ici. Là, on passe en dessous de 1 et ensuite on se maintient en dessous de 1. Ça, c'est pas jojo du tout, et ça amène des corrections à court terme qui, bon, en réalité amènent des opportunités assez intéressantes, hein, mais c'est aussi pour expliquer que le comportement des investisseurs à court terme peut influencer le marché, et qu'une reprise haussière comme celle qu'on est en train de voir en ce moment, si la structure on-chain n'est pas favorable, eh bien ça peut quand même plomber la tendance d'un certain point de vue. Donc il faut être particulièrement prudent vis-à-vis de cela, et c'est un risque qu'il faut mentionner, même si pour l'instant ce risque reste modéré, on va dire. Mais bon, c'est quand même important de le noter pour que vous ayez tous les éléments en tête. En cas potentiellement, donc dans le scénario d'une correction, même si le scénario d'une correction n'est pas favorisé pour l'instant, je le répète, si jamais pour anticiper on avait une correction qui était avérée, eh bien on pourrait avoir des niveaux de prix notamment intéressants à regarder. Donc ce graphique ici qu'on appelle le canal de prix à court terme, il va créer un modèle basé sur le prix moyen d'achat des investisseurs à court terme qui se situe aux alentours des 98 000 $, qui a d'ailleurs servi de support durant la tendance baissière actuelle, durant la petite correction qu'on a connue, la petite respiration. Et en gros, ce qu'il faut comprendre de cet indicateur, c'est qu'on va aller chercher une bande statistique supérieure ici en rouge qui va délimiter les croissances haussières du prix, et une bande statistique inférieure qui va limiter les croissances, enfin la décroissance ou la décontraction ou les corrections du prix ici. Donc en fait, on va avoir un canal de prix à court terme qui va très bien encadrer dans l'ensemble la volatilité du cours de BTC, qui va nous indiquer les périodes lors desquelles en fait la volatilité haussière indique que le marché est en surachat, ou quand la volatilité baissière indique que le marché est en sous-achat, en survente ou en forme de capitalisation. Et donc ça peut nous donner des seuils assez intéressants. Et donc de ce point de vue-là, le coût de base des investisseurs à court terme, ici, coût de base moyen des STH, qui est situé à 98 000 $, il représente la frontière entre les tendances haussières et les tendances baissières à court terme, et pour l'instant, il a servi de support, donc c'est la première zone qu'il faut observer. C'est un support dynamique qui va potentiellement continuer d'augmenter autour des prochains jours pour se situer au niveau des 99 puis des 100 000 $, donc il faut le suivre. Et on a aussi la bande statistique basse du canal qui, elle, se situe aux alentours des 76 000 $, qui va représenter le prix qui est associé aux capitulations maximales des investisseurs à court terme, et qui peut aussi représenter l'ultime rempart avant un potentiel marché baissier, exactement comme ce qu'on a pu connaître en janvier, entre octobre et janvier du coup 2021 et 2022, où en fait on a une dégradation assez rapide. On est venu s'inscrire, en fait on est vraiment sur un contexte relativement similaire, c'est-à-dire deux tops, ensuite on chute aux alentours du prix réalisé à court terme, on l'invalide, on vient chercher la bande inférieure, et si on n'arrive pas à récupérer ensuite le prix réalisé à court terme pour repartir au-dessus, eh bien on va aller fusionner avec la bande inférieure à plusieurs périodes. Donc je ne pense pas que nous soyons encore dans un contexte qui soit celui d'un début de bear market. À mes yeux, il y a encore largement suffisamment d'éléments qui nous permettent d'indiquer qu'on pourrait avoir une continuation haussière et potentiellement une expansion du prix du BTC, au moins à court terme jusqu'au grosso modo 140 000 $. Mais je voulais quand même vous présenter ce qui se passe en ce moment sur la structure de marché, les conditions à court terme du marché, et aussi les potentiels risques que vous pourriez anticiper si jamais les tensions venaient à reprendre, ou si le marché allait corriger de manière plus profonde. Au moins on aura cette vidéo en backup pour dire ah bah tiens, on peut anticiper certaines zones de prix potentiellement, et donc délester maintenant et aller chercher potentiellement à racheter un peu plus bas.
Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que cette analyse vous aura plu. On va faire le petit récap comme d'habitude, hein. Alors que la rentabilité à court terme, elle commence à se dégrader. Bon, elle se dégrade, mais elle reste quand même dans des niveaux plutôt corrects. La zone de prix qui va être comprise entre les 98 et les 103, donc entre le bas du cluster d'accumulation et le prix moyen d'achat des investisseurs à court terme, donc entre 98 et 103 000, eh bien cette zone apparaît comme le support majeur qui va séparer le marché d'une correction beaucoup plus profonde. Les tensions géostratégiques qui ont alimenté le ralentissement identifié depuis juin, eh bien elles se sont un peu calmées, mais il reste quand même difficile d'estimer avec précision le sort que le marché va nous réserver durant les semaines à venir. Et pour l'instant, le momentum haussier reste préservé, mais il faut noter qu'il en faut peu pour mettre à l'épreuve la conviction des derniers entrants actuellement, parce que leur coup de base se situe encore très proche des sommets locaux. Donc pour l'instant, ça passe, mais il y a potentiellement des risques de cassure si jamais on venait à se dégrader en termes de contexte et de structure d'ici les prochaines semaines. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que les données auront été suffisamment bien présentées, que vous appréciez ce type de données. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, hein. Je lis tous les commentaires, ça me fait plaisir, je n'ai pas l'occasion d'y répondre, mais je lis les commentaires et je prends en compte vos retours et vos indications et vos appréciations. Donc merci encore de nous soutenir, hein, de soutenir la chaîne YouTube de Cryptost Academy et ses vidéos. Vous pourrez bien sûr retrouver l'article disponible gratuitement sur le site de Cryptost directement ici, hein. Donc je vais vous mettre le lien, j'ai oublié de le mettre, mais ce lien sera disponible juste ici. Vous pourrez cliquer pour récupérer le lien ou cliquer encore mieux ici sur le titre, ça vous ramène directement sur l'article. Ouais, c'est exactement ce que ça fait, donc c'est plutôt pratique. Et donc là, vous aurez les annotations, le texte, ça vous permettra de comprendre un petit peu mieux potentiellement ce que j'ai voulu vous exprimer. Et bien sûr, vous pourrez retrouver le thread récapitulatif directement sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller l'aimer, le partager et le commenter si jamais vous le voulez bien. Ça soutient énormément. Et voilà, c'est à peu près le tour de ce que je voulais vous présenter pour cette semaine. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain où on fera un suivi des tendances actuelles. À bientôt, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!